C'est au Texas qu'est né le personnage probablement le plus célèbre de la fantasy, Conan le Cimmérien, connu aussi comme Conan le Barbare. Héros devenu célèbre grâce à ses nombreuses adaptations et à son interprétation par Arnold Schwarzenegger, Conan a fini par occulter la personnalité et le nom même de son auteur, Robert Ervin Howard. Cet écrivain prolifique a pourtant eu une influence majeure sur la fantaisie moderne. Traçant les sentiers d'un genre aujourd'hui maintes fois parcouru, il me paraissait indispensable de lui rendre justice. Dans la petite ville de Cross Plains, au cœur du Texas, Robert Howard a imaginé et écrit de nombreux récits, dont les aventures de Conan le Cimmérien. Parmi celles-ci, la nouvelle Au-delà de la rivière Noire, publiée pour la première fois en 1935, un an à peine avant la mort de son auteur. Au cœur d'une forêt immémoriale, aux confins des territoires colonisés par les Aquiloniens, un jeune homme du nom de Balthus pressait le pas aux abords de la rivière Noire. Alors qu'il s'avançait, imperturbable mais aux aguets, il fut alerté par un bruissement dans les branches des buissons bordant la citadelle de verdure. Un homme sortit de la forêt. Son apparence était puissante, féline. Sa force et sa détermination étaient d'emblée perceptibles. Il venait en réalité de sauver le voyageur d'une embuscade tendue par un guerrier picte. Surpris par cette incursion des tribus si loin de leur territoire, les deux hommes lièrent connaissance et décidèrent de cheminer ensemble en direction du fort. L'homme n'était autre que Conan, le mercenaire cimmérien dont la réputation se propageait par-delà les terres connues. Conan, dès son plus jeune âge, avait d'ailleurs résisté lui aussi à l'expansion aquilonienne et avait participé, entre autres, au massacre de la citadelle de Vénarium. Alors qu'ils approchaient du fort, un cri atroce retentit. Arrivés sur les lieux, ils découvrirent la dépouille d'un riche marchand dont la mort était incontestablement l'œuvre d'un démon des marais, invoqué par le terrible sorcier Zogar Sag. Ce dernier avait assouvi sa vengeance et, après avoir réunifié les tribus pictes, n'avait plus qu'un objectif: reconquérir les terres qui leur avaient été enlevées par ceux qu'il considérait comme des envahisseurs. Patrice, John. ravi de te rencontrer. Merci encore de nous accueillir ici. Et donc bienvenue dans la maison des Howard, celle où ils se sont installés en 1919 et qui maintenant est devenue un musée. Donc ça a une belle évolution. Magnifique. Est-ce que tu peux nous faire visiter le lieu même où toutes ces merveilleuses histoires ont été écrites? Avec plaisir, et tu vas voir, il y a une surprise assez étonnante. Suis-moi. Donc c'est une maison typique de cette époque-là, 1910 aux États-Unis, comme tu peux le voir. Et nous voici devant la chambre. Elle est minuscule. Il faut se dire que c'est dans cette chambre minuscule que des univers gigantesques et des personnages mémorables ont été créés. Chambre minuscule, mais imagination sans limite. Débordante. C'est vraiment là où il a presque tout écrit. Voilà, même quasiment tout, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'homme Robert E. Howard? On va dire qu'il y a eu deux Howard. Il y a eu le premier, celui des années 20, qui a été un jeune homme qui était assez intégré dans la ville, qui avait des amis, qui allait à l'école, qui faisait de la boxe en amateur. Il allait non loin d'ici, il y avait un endroit qui s'appelait The Ice House, où les gens du coin, les jeunes gens du coin allaient, j'imagine, passer leur samedi soir, se défouler de leur semaine, etc., à faire des combats de boxe en amateur. Et un deuxième Howard qui, je vais dire, commence à se mettre en place vers 1929, à partir du moment où il devient auteur publié, de plus en plus publié. Et là, il se rend compte qu'il a besoin de se concentrer, qu'il ne peut pas se dissiper, parce que c'est pas facile de gagner sa vie de sa plume. Donc, il devient un peu plus reclus. Il est moins avec les habitants de la ville, qui de plus en plus, de toute façon, ne le comprennent pas, étant donné qu'il est auteur.
Il n'y avait pas une anecdote par rapport à la Louisiane? Je pense que tu veux parler de la Nouvelle-Orléans, qui est effectivement un épisode très important dans la biographie de Howard. Et ce voyage a une importance capitale dans sa biographie et également dans sa carrière. Ce qui se passe, c'est que la famille arrive à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, à l'époque, c'est 200 000 habitants. Donc imagine-toi un Howard qui a vécu toute sa vie entre différentes petites villes qui n'ait jamais dépassé les 500 ou 1000 habitants. Et du jour au lendemain, il va se retrouver confronté à une cité vaste, cosmopolite, d'autant plus qu'il y a un tueur en série qui se met à sévir à ce moment-là dans la ville. Donc sa première rencontre avec la civilisation, 1, c'est un choc, 2, ça lui apprend que la civilisation, c'est dangereux quelque part. Parallèlement à ça, il se rend dans la bibliothèque de Canal Street, où là, il va chercher des livres, évidemment, et il va découvrir un ouvrage sur les Pictes, donc un ouvrage écrit à l'intention des jeunes lecteurs, mais dans lequel il fait la connaissance de ce peuple, qu'il va très rapidement fantasmer. La description des Pictes est assez fantaisiste, il le reconnaît lui-même. Quand il voit ce peuple, il dit « mais c'est extraordinaire, mon intérêt a été tout de suite attiré par ces gens-là ». Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sournois, furtifs, et surtout, ils résistaient à la Rome impériale. Et du coup, cette fascination, il va se servir de ce peuple comme d'un vecteur avec les temps classiques, il va s'identifier aux Pictes, et c'est une fascination qui ne se démontrera jamais, ça le suivra jusqu'à la fin de ses jours. Là, on est devant des objets précieux. Tout à fait, on a devant nous 2 tapuscrits originaux de Howard et puis une dizaine de numéros de la revue Weird Tales. Et les éditeurs qui publiaient ces histoires, c'est principalement dans les pulps. Alors oui, à son époque, c'était les pulps qui étaient le marché dominant. Un nouvel auteur devait impérativement passer, ou quasi impérativement passer par les pulps. C'était le passage obligé, puisqu'il payait beaucoup de revues qui existaient sur le marché, des dizaines, voire des centaines à une époque. Et donc évidemment, si on avait un minimum d'ambition littéraire, on pouvait facilement, ou plus ou moins facilement, avoir une histoire acceptée par les pulp magazines. En faire une carrière, c'est évidemment autre chose, ça demande du talent. À la mort de Howard, qui devait être une tragédie pour ses amis et ses collègues, il y a eu une mobilisation ensuite pour préserver et publier ces histoires. Alors ça a duré quelques mois, effectivement, après sa mort. On a réclamé des recueils, ça ne s'est pas fait. Il faudra attendre 1946 pour que paraisse un énorme volume, un pavé véritablement, chez Arkham House, la maison d'édition qui avait été créée pour publier les œuvres de Lovecraft après la mort de ces derniers. Et ce volume s'appelle Skullface and Others, il fait dans les 800 pages et il contient beaucoup d'excellentes nouvelles. Et ensuite, il y aura plusieurs volumes qui vont paraître, et les Conan commencent à apparaître en volume cartonné, sous jaquette, encore une fois, aux États-Unis, c'est ce qu'on cherche à avoir lorsqu'on cherche la respectabilité. Donc les premiers romans, les nouvelles de Conan paraissent en 1950. En parcourant les routes de son Texas natal au volant de son automobile, Robert Howard a imaginé des récits qui conjuguent ses inspirations et ses valeurs. En rébellion contre un environnement social qui ne lui accordait aucune reconnaissance, il crée un alter ego idéalisé. Conan, au fil de ses aventures, va permettre à son auteur d'exprimer ses opinions et ses révoltes, le libérant parfois d'un fardeau trop lourd. Au-delà du divertissement demandé par les pulps, les aventures de Conan sont donc l'expression d'une vision du monde toute personnelle. Arrivés au fort Tusculane, dernier rempart face à l'immensité hostile des territoires sauvages, les 2 hommes retrouvèrent le gouverneur Valanus. Celui-ci, irrité face au manque de renforts et au danger de plus en plus grand de la révolte picte, décida de lancer une expédition afin de mettre fin à la menace incarnée par Zogar Sag. 12 guerriers, sous le commandement de Conan, traversèrent la rivière Noire et s'enfoncèrent dans l'obscurité terrible de la forêt hostile. Alors qu'il attendait le retour du commando dans la barque, Balthus fut capturé par les guerriers sauvages. À son réveil, il était attaché à un pilori, ainsi qu'un des compagnons d'expédition.
Tous deux découvrirent que leur destin était horriblement scellé. Balthus et son compagnon d'infortune seraient bientôt offerts en sacrifice à la cruelle magie du sorcier. Zogar Sag convoqua devant une assemblée en transe 2 terribles créatures sorties du fond des âges. L'une était un tigre à dents de sabre qui massacra et emporta la dépouille du premier prisonnier. Quant à l'autre, au désespoir de Balthus, c'était un python monstrueux. Devant le corps rampant du serpent gigantesque, le jeune homme se résigna à la mort. Dans le chaos des tambours et des chants, le moment fut venu pour Conan d'intervenir. D'une lance foudroyante, il abattit le reptile et délivra le jeune trappeur du sort terrifiant qui l'attendait. Les 2 hommes s'échappèrent du village, où régnait le chaos, et tentèrent de rejoindre le fort dont l'attaque était manifestement imminente. Est-ce qu'on pourrait dire que Howard a vraiment posé les jalons de la fantaisie américaine? Complètement. Lorsque Howard écrit, il n'a jamais lu les ouvrages qu'on considère aujourd'hui comme étant de la fantaisie anglaise, donc continentale. Et lui, de par son style, de par son écriture, il se pose véritablement en auteur américain, il s'inscrit dans le paysage américain, dans l'histoire américaine, et donc il va créer des codes de fantaisie qui sont totalement américains, d'où l'absence totale de quête. Pour Conan, c'est pas un personnage il n'y a pas de quête initiatique dans les nouvelles de Conan. Il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas d'héritage familial. Donc c'est vraiment quelque chose qui est purement américain, qui correspond au monde dans lequel il vit, avec un paysage qui lui correspond. Barry, j'ai un aveu à vous faire. Quand j'ai démarré dans ce métier, je me suis demandé s'il y avait une place pour moi dans l'art de la fantaisie. Vous avez été une des influences majeures qui m'ont décidé à me lancer. Pouvez-vous me dire ce qui vous a attiré, vous, vers cet univers? L'univers de l'art de la fantaisie? Oui, et la fantaisie en tant que moyen d'expression. Au début, je faisais des livres de super-héros, des comic books, des récits fantastiques de ce genre. Et puis, Marvel a acquis les droits de Conan. On m'a demandé d'être ce qu'on appelle le crayonneur. J'avais un support, Conan. Alors, j'ai lu les nouvelles de Robert Howard. Je n'ai pas réussi à toutes les finir. Trop de sang, trop d'horreur. Mais une de ces histoires m'a fasciné et m'a porté pendant très longtemps. C'était La Tour de l'éléphant. Elle regroupe tous les éléments présents dans les autres aventures de Conan, sauf la décapitation. Et c'était magique. Cette histoire était réellement magique. Il y a tous les composants qui m'ont toujours captivé dans la façon de raconter une histoire sur un seul individu face à l'adversité et à l'inconnu. Si on se contente de lire Howard, les indications historiques sont là, mais elles ne permettent pas de visualiser l'univers. Vous avez apporté cette richesse et cette profondeur à Conan. Tout à coup, vous nous avez offert un monde crédible. Oui. Et encore une fois, tout commence avec la tour de l'éléphant, le numéro 4. Il fallait que je couche sur papier ce que je voyais dans ma tête. C'était des lumières scintillantes, des minarets, des ruelles étroites, de la boue dans laquelle on marche. Beaucoup de gens qui parlent en même temps, en permanence. La foule. Et puis il y a cet homme qui est à part. Il fallait que je trouve comment illustrer la tour de l'éléphant pour qu'on se rende bien compte qu'il entre dans une grande ville pour la première fois. Tout lui semble magique. Quelle était son approche de l'histoire avec un grand H? C'était un peu ce qui touchait sa sensibilité. Tout à fait, c'est un intérêt très sélectif. Il y avait des choses qui le fascinaient, qu'il adorait. Il adorait par exemple tout ce qui était l'époque des guerres de Cosaques
en Orient, les croisades, le Moyen-Âge en Europe, les guerres indiennes aux États-Unis. C'est très simple en fait, hein. Quand on regarde l'âge ivorien de Conan, on a une sorte de panorama assez intéressant de toutes les époques historiques qui le fascinaient. Donc la création d'un univers inventé permet justement de s'affranchir des contraintes historiques, et lorsqu'on quitte le domaine historique, on rentre dans quelque chose qui devient éternel. Ça veut dire qu'un roman historique sera par définition ancré dans une époque, une civilisation, et n'en bougera jamais. En fantasy, à partir du moment où on ne vit pas une histoire, mais une sorte de méta-histoire, on est totalement libre de ces personnages, des victoires, du respect ou pas à la fidélité historique. On fait ce qu'on veut. C'est une grande liberté. Vous avez inventé un look à Conan, avec un visage beaucoup plus anguleux et un corps bien plus félin. Oui, mon style de dessin changeait tout le temps, à chaque livre. Il trouve son point culminant dans La complainte de Sonia la Rouge. Mais il était différent dans chaque volume parce que j'étais encore en train de grandir. J'avais la vingtaine et à chaque fois que je posais mon crayon sur le papier, je pensais à des éléments nouveaux. Le sujet pouvait être le même, mais je raisonnais différemment. Honnêtement, votre Conan est le meilleur. C'est mon avis et je sais que je le partage avec beaucoup de gens. Ce n'est pas le barbare unidimensionnel qu'on retrouve dans de nombreuses adaptations. Il est plus complexe, plus proche du Conan d'origine créé par Howard. À mes yeux, cette profondeur et cette sensibilité lui donnent réellement vie. Ça me fait plaisir. Je crois vraiment que quel qu'il ait été, je lui ai donné vie. Par ses actions, par ses paroles, par les lieux qu'il visite, par ses réactions. Rien de tout cela n'était présent dans le livre. Il y a une scène dans un de ses recueils qui occupe les 4 vignettes du haut. Il marche sur le pont d'un navire et une mouette ou un albatros arrive et bat des ailes devant lui. Il se lève et essaie de l'attraper. Il claque des mains et l'oiseau s'envole. On ne voyait ça dans aucun autre comique. Moi, je l'ai fait et c'est de là que ça vient. De temps en temps, je m'attendais à ce que les éditeurs me demandent pourquoi j'avais fait ça. On aurait pu avoir une bagarre entre 2 protagonistes à la place. Mais c'est ce genre de choses qui rend un personnage réel. Et tout ça se déroule sans qu'un seul mot soit prononcé. Ce n'est que du langage corporel. C'est un événement fortuit au milieu de plein d'autres, mais c'est de ça que les gens se souviennent, parce que ça n'a jamais été fait avant. La plupart des gens ont cette image de Conan comme étant un grand barbare blanc triomphant. C'est tout l'inverse. C'est un sauvage. Il est en dehors de la civilisation. Il est rejeté parce qu'il est étranger. Il n'est pas compris. Il est là en fait pour montrer toutes les failles de la civilisation. C'est un petit peu du Montesquieu, c'est l'être persane avec une épée. Howard est toujours du côté des opprimés, toujours du côté des Indiens ou des Pictes. Dans la route de la rivière Noire, c'est exactement ce qu'on a. Et Conan est en quelque part entre les deux. Il est là, il ne comprend pas le processus civilisationnel, il ne comprend pas le processus de colonisation. Et il le dit très clairement dans la nouvelle. Pour Howard, écrire est un moyen de s'interroger sur la société qui l'entoure. Ses nombreux héros, tels Conan, mais aussi Solomon Kane, Steve Corrigan ou Bran McMorn, sont autant de projections fantasmées de lui-même. À travers eux, Howard exprime sa propre part d'ombre et nous livre une vision sombre de l'existence dont il n'a jamais pu se défaire. Après quelques échauffourées, hors de portée des guerriers qui les poursuivaient, les 2 fugitifs s'aperçurent que le sorcier avait lancé à leur trousse des animaux sauvages, encore sous l'influence d'une magie ancestrale. Pour échapper à cette traque, Conan traça sur le sol un symbole maléfique et ils purent ainsi reprendre, un peu plus sereins, leur course vers Tuskellan. Cependant, les Pictes étaient partout et à l'évidence préparaient une attaque fatale sur l'avant-poste et sur les territoires occupés par les colons.
Cette présence importante de guerriers de différentes origines expliquait l'échec de l'expédition, mais ne laissait rien présager de bon pour Valanus et ses hommes. Conan constata qu'il était déjà trop tard. Le fort menaçait de tomber aux mains des Pictes. Une seule issue s'imposait: sauver le plus possible d'innocents colons dont les fermes occupaient le territoire ciblé par l'attaque. Avec l'aide d'un chien errant, Balthus parvint courageusement à freiner l'avancée des démons Pictes. Au prix de sa jeune vie, plusieurs femmes et enfants échappèrent de justesse à un terrible massacre. Conan fut rattrapé par une créature de cauchemar, le double magique du sorcier Zogar-Sag. Celui-ci était sur sa trace depuis que le Cimérien avait tracé le symbole ancestral. Mais Conan ne succomba pas à la peur. Persuadé qu'il n'y avait rien que l'acier ne pût trancher, il sortit vainqueur du combat. La créature fut vaincue, et au même moment, le sorcier Zogar-Sag mourut mystérieusement. Les colons furent sauvés, néanmoins les territoires colonisés aux abords de la rivière Noire retombèrent aux mains des Pictes. La barbarie finissait toujours par triompher de l'état non naturel qu'est la civilisation. Donc en 9 ans d'écriture, Robert E. Howard devient un monument du fantastique et incontournable. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le volume en soi n'est pas surprenant pour les pulps de l'époque, puisque les auteurs écrivaient beaucoup. En revanche, aucun de ceux qui produisaient autant n'a eu une telle longévité littéraire, une telle influence, un tel impact sur la culture populaire et littéraire. Robert E. Howard a attendu la mort imminente de sa mère pour mettre fin à ses jours. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui songeait au suicide depuis des années, depuis au moins une dizaine d'années, qui avait écrit des poèmes à ce sujet. En fait, sa mère avait une santé déclinante, et le jour où il apprend qu'elle est dans un coma et qu'elle ne va pas se réveiller, il décide de faire ce à quoi il songeait depuis des années. En fait, la mort de sa mère a été la libération qu'il attendait. Il a pu commettre son suicide. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que Howard ne soit pas tombé dans l'oubli comme tant de ses contemporains écrivains de pulps? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est d'abord que Howard était un grand auteur. Il écrivait bien, il a un vrai style, il a une vraie plume. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Mais c'est pas suffisant. C'est, en plus d'être un bon auteur, il faut savoir rencontrer son public. Et ce qui est intéressant dans le cas de la fantasy, c'est que si on regarde les années dans lesquelles la fantasy fonctionne en tant que genre au niveau du public, là s'entend, on s'aperçoit que le succès du genre correspond systématiquement à des périodes de fracture de l'histoire moderne. Années 30, création du personnage, c'est la crise aux États-Unis, c'est la Grande Dépression, donc le monde va mal. Milieu des années 60, c'est la guerre du Vietnam, c'est les émeutes de Watt, les émeutes raciales, etc. Pan, succès en livre de poche. Ensuite, la fantaisie retombe dans l'oubli dans les années 80-90. 2001, c'est le 11 septembre. Dans la foulée de ça, on a et Game of Thrones et la fantaisie en général qui redémarre. Très clairement, la fantaisie, c'est un regard qu'on porte sur le monde dans lequel on vit. Et de manière générale, lorsque notre monde ne va pas bien, la fantaisie, c'est à la fois une échappatoire, dans laquelle c'est soit on va trouver autre chose de plus gai, soit au contraire on va chercher à confirmer la noirceur du monde dans lequel on vit. Plongeant ses racines dans l'imaginaire des contes et légendes les plus anciens, la fantaisie a, dès ses récits fondateurs, fait preuve d'une étonnante modernité. Pour les frères Grimm comme pour Lovecraft, pour William Morris comme pour Robert Howard, l'évasion et le merveilleux sont avant tout des moyens pour s'exprimer sur leur époque et leurs contemporains. La richesse et la diversité des récits et créations que ces auteurs ont inspirés est telle que ces voyages aux sources de la fantaisie ne font que commencer.